Bienvenue dans Pas la mal, pas mal. jungle de critiques biaisées pour ce nouvel épisode qui est censé symboliser le barbecue. Donc on a trouvé une musique d'intro qui fait penser à Romain au barbecue parce qu'il nous avait pas prévenu. Non, en fait, je suis désolé, parce que en fait, je fais des pubs pour Decathlon et en fait, j'ai oublié. Normalement, c'est mon intro pour Decathlon. Là, je vends une trottinette. Mais je suis désolé, je le changerai la prochaine fois. Ne confondons pas tout. Bienvenue dans ce Moi, je nouvel mets épisode 1 sur 10. de critiques biaisées. Critiques biaisées, donc le grill, le barbecue grill, on va être assez généraliste, suite au hors-d'œuvre de lundi, donc nous sommes mercredi, et nous allons parler dans les détails de Space Sweeper, le film coréen de science-fiction qui a eu une note corrélée de tous les compères réunis autour de cette table de 5,8, avec un beau 1 d'Olivier et un beau 10 de Romain. Cet épisode promet, ça va se fighter, on va comprendre pourquoi certains ont détesté, certains ont beaucoup aimé. Les amis, on va se lancer. Bonjour à tous, d'abord. Bonjour Romain. Et bonjour. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Olivier. Salut. Pierre. Bonjour. Et coucou. Et Thomas. Les amis, parlons peu, parlons bien, parlons de Space Sweeper. Première partie. Alors, on divise ce podcast il y a des chroniques. Maintenant, on se professionnalise. On va d'abord parler du début de Space Sweeper, rentrer dans une chronique sur la culture coréenne avec Benjamin. Aller sur la deuxième partie du débat concernant la deuxième partie de Space Sweeper, puis une chronique d'Olivier et son robot. J'aime beaucoup le nom de cette Qui chronique. s'appelle Lucien. Il s'appelle Lucien, maintenant, je l'ai nommé. Oh, C'est mignon. Ok. Moi, je maintiens j'aime que Rob Olivier, c'était trop bien. Mais... Rob Olivier C'est vrai. fonctionne. Un petit jeu final avec Romain et nous conclurons avec les petites recommandations du jour pour vous donner envie d'aller plus loin. Les amis, Space Sweeper, on va commencer par les deux avis qui sont les plus éloignés. Donc, parlons d'abord de la première partie qui est assez difficile. On l'a tous dit, je pense qu'on est tous conscients que la partie 1 de Space Sweeper... Ah, ok, pour ma part, elle était très difficile. Moi, j'ai trouvé ça relativement chiant, dur à m'y mettre, parce que beaucoup d'informations en même temps. Mais je vois d'ores et déjà que nous ne sommes pas d'accord avec Olivier qui pense que cette partie était satisfaisante. Je dis satisfaisant parce que... Je pense que les deux sont à chier pour lui. Alors, effectivement. Juste différents degrés d'achiller, quoi. Oui, c'est un peu plus comme ça. Alors, je vais peut-être expliquer si vous avez écouté le premier épisode, j'ai mis 1 du coup sur 10. Et effectivement, c'est ma plus mauvaise note depuis le début de tout ce qu'on a regardé depuis qu'on fait le podcast. Pourquoi ? Parce que j'adore la SF, c'est ce que je disais dans mon avis. Et donc, du coup, j'avais des attentes et je trouvais que le matériau de départ, ce que Benjamin a bien expliqué dans la vie, était vachement intéressant. Et du coup, la première partie avec l'exposition, je le trouve globalement long, mais dans l'ensemble, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, très actuel de parler de à quel point le problème de la pollution dérive, et notamment de la pollution spatiale, parce que la pollution sur Terre, c'est un truc dont on a entendu parler 1000 fois, mais la pollution spatiale et ce que ça provoque, etc., et d'utiliser ce truc-là, c'était un petit twist que je trouvais intéressant. Mais après, tout ce qui va se passer en suivant est pas du tout au niveau de l'univers, je trouve. Il y a quasiment pas de politique. On voit pas ce qui se passe en termes de politique, on sait pas quelle est la situation sur Terre. En fait, on sait rien, quoi. On sait juste qu'il y a un mec qui a une colonie dans l'espace. Lui, il est méchant, voilà. Même s'il fait semblant d'être gentil. Et puis, tu sais rien d'autre sur toutes les tensions qu'il peut y avoir, quoi. Donc, bref, moi, j'ai bien aimé cette exposition. Donc, quand je dirais, j'ai bien aimé la première partie de la première partie. Ouais, voilà. les 5 premières minutes. Ouais. Le titre. En fait, le revue, le 4e de couverture, quoi. C'est un peu ça. Ok. Et toi, Romain, du coup, t'as un avis extrêmement opposé à celui d'Olivier. Toi, t'as plutôt kiffé, y compris ça. Parce que pour être 10 sur 10, je vais être assez honnête. Non, mais moi, je suis honnête aussi. J'ai mis 10 sur 10 parce que l'autre là-bas, il a mis 1. Il y a toute honnêteté. Ah, mais oui, mais en toute honnêteté, maintenant, il va falloir cravacher pour nous donner des raisons. On se parle pas, monsieur, aujourd'hui. Laissez, hop. Donc, tu as adoré la première partie. Non, la première partie. Non, mais en plus, je le dis dans mon 10 sur 10. La première partie, elle est pas bonne. Elle manque de rigueur, en fait. Elle manque beaucoup de rigueur. Ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment dommage parce qu'en vrai, avec une bonne première partie, ça aurait pu vraiment faire un film très sympa. Mais moi aussi, au bout d'une heure, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Heureusement que je reste un peu parce qu'après, tout part. Mais la première heure, y a rien qui va dans le scénario. Enfin, vraiment, ça part dans tous les sens. La rigueur n'est pas là. Et le héros, là, Richard Armitage, je l'adore.
Mais là, il est en wheeling sur le périph'. C'est-à-dire que le mec, ils lui ont dit, vas-y, fais-toi plaisir, t'es le méchant, tu fais de ta vie, quoi, en fait. Ils l'ont pas drivé, je pense. Et du coup, le mec, il pète les plombs. Vraiment, il est en représentation du méchant, quoi. C'est hallucinant tout le long. Enfin, c'est... D'ailleurs, il a même des espèces de incompréhensible. marques sur son visage. Mais- On sait pas trop pourquoi non plus. Hein. C'est assez perturbant pour moi, ça. Tout d'un coup, il devient méchant. Il a une voix très très grave. Et puis, du coup, c'est Dark Vador, quoi. I am Et, the knight. c'est un peu flippant. Donc effectivement, ça part avec un méchant pas ouf qui veut coloniser Mars et bon, pour une raison ou une autre, il veut s'emparer. On sait pas trop dans la première partie en l'occurrence, mais il veut s'emparer de cette petite fille qui est découverte assez rapidement par notre équipe de pirates, quoi. Et il est vénère, il est méchant, on sait pas trop pourquoi. Et Puis ça il, est fait trop, partie- puis il est trop vénère et trop méchant, quoi. C'est ça, en fait, Ouais. c'est qu'il est vraiment en roue libre, quoi. Et je pense, on dirait qu'il est pas dirigé par le réal, quoi. On dirait, on lui a Ouais. dit fais le méchant et... Je veux pas Mhm. spoiler, mais dans ma chronique, je vais vous expliquer pourquoi. Grâce Ah, à Lucien. le moi, robot, j'ai le demandé- robot C. C'est Et le je robot vais va dire, moi, combler les bribes d'histoire qu'on n'a pas pu savoir dans le film. Ça va être intense. Ce Exactement. qui est intéressant, c'est que Benjamin, toi, on s'est tchatché le soir quand tu l'as regardé le vendredi soir et tu t'es arrêté d'ailleurs à la première partie et t'as dit putain je comprends rien les gars, je sais pas si je vais continuer. C'était quoi? C'était à 1h10, c'est ça ou Ouais, tu t'es dit, 1h15 je comprends de rien, ouais. quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je disais que je comprenais rien, mais j'ai toujours rien compris après. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'1h15, en fait, voilà, sur 2h15 de film, quand tu passes quasiment 1h et quart à te demander, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Bah, la suite, forcément, elle apporte pas des explications. Parce que c'est déjà incompréhensible au début. Je me posais pas des questions au début. Je savais pas ce que je regardais. Donc, forcément, quand il y a la conclusion de ça qui arrive, bah, t'es en mode, bah, c'est très bien, ouais. Mais de quoi, en fait? C'est quoi ça? De pourquoi tu me dis ça? Et là, on disait, par exemple, le méchant qui devient très méchant avec sa grosse voix méchante. Et ben, ça, en Tu fais fait, je vachement pense bien que le c'est... méchant. Oh oui. Et je pensais, Oui, en fait. en fait, moi je pense que c'est même pas qu'il est en roue libre et qu'il n'a pas eu une direction d'acteur derrière et tout. Je pense juste que c'est exactement ce qu'on lui a demandé de jouer. Parce que je trouve que 95% du film, c'est un énorme condensé de clichés ou de trucs un peu gros, entre guillemets, qui vont faire regardez, oh là là, ça c'est très très drôle, et ça c'est très très méchant, et ça c'est très très gentil. Tu vois, c'est que des gros machins qui arrivent. Il n'y a pas beaucoup de subtilité dans le film. Et c'est un peu ce qui m'a manqué. Et si je devais résumer un petit peu pourquoi j'ai rien compris, je pense que c'est parce que ce film, c'est une série de 6 épisodes d'1 heure qui a été coupée au hachoir et condensée dans un film de 2 heures. C'est vraiment l'impression que moi j'en retire. Comme Intéressant. s'ils avaient voulu faire un truc plus long, plus expliqué, Bah. plus sériel, Et qu'ils ont mais coupé. qu'ils ont, ouais, pour que de budget ou j'en sais rien. Ok. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que tu sens qu'ils, moi, c'est une façon très, je dirais, diplomate de le dire. Moi, je pense qu'ils savaient pas de quoi ils voulaient parler, ils en ont mis plein et ils ont tout mis dedans, quoi. Il y a plein d'arcs qui servent à rien, les arcs secondaires, ils ont aucun intérêt. Il y a plein de moments, tu te dis, mais tout ça sort et tout. Et donc, je comprends ce côté sériel que toi, tu vois. Moi, je pense juste qu'ils étaient bordés, qu'ils savaient pas de quoi ils voulaient parler, en fait. C'est quoi si je pose la question à ceux qui ont aimé, c'est quoi la thématique de ce film? Pierre. Peut-être. Alors déjà, moi, je suis pas tout à fait fait d'accord sur la première liste. C'est-à-dire que déjà, à contrario de Romain, même si j'ai beaucoup aimé, je vois les défauts qu'il y a à cette première partie. Je vais juste revenir là-dessus avant de répondre à ta question. Mais je pense que c'est justement que c'est volontaire et c'est pas on sait pas où on va. C'est au contraire, on a beaucoup de choses à raconter et on sait pas comment le faire proprement. C'est-à-dire que moi, j'appellerais ça du lore dumping. C'est-à-dire que dès la première partie, il nous balance beaucoup de détails sur des détails de l'univers, les nanobots, les machins, ce qui se passe sur Terre. C'est pas toujours très creusé, mais c'est du vague et c'est pour que tu te fasses une idée un peu de l'univers dans lequel t'es. Alors, c'est pas spécialement bien fait. Il y a des univers où c'est mieux fait. Mais moi, c'est des trucs qui me parlent parce que c'est ça qui me donne envie de regarder après. C'est que j'ai envie d'en savoir plus, de comprendre les choses qu'on m'affiche. Et même si t'es pas immédiatement séduit par les idées qu'on te balance, ça évoque ta curiosité. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur le visionnage de cette première heure. Pour les personnages, je vais vous rejoindre sur le méchant qui est très méchant et c'est un gâchis. Moi, c'est un peu la conclusion de ce truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses très bien engrangées qui finissent par être gâchées et le méchant en fait partie aussi. Parce qu'au final, la première interaction qu'on voit avec lui, avec dans son bureau, sur le paradis dans l'espace, etc. Au final, c'est pas aussi méchant qu'on le voit plus loin. Et je trouve que c'est là où il commence à creuser un personnage qui j'oublie complètement après. Et qui manque de développer alors qu'ils auraient pu en faire un méchant plus intéressant. Et là, je suis complètement d'accord. Et pour moi, c'est un défaut qui va revenir plus ou moins souvent avec certains personnages. C'est le manque de développement.
Par contre, en termes de thème de l'histoire, pour moi, il y a un truc qui est clair, ça va être un dilemme moral entre poursuivre ses propres intérêts ou abandonner ton passé et passer plus loin, aller sur l'avenir, grosso modo. Pour moi, c'est clairement ce qui se passe avec le personnage principal et la conclusion de fin, qui est en mode ce qui s'est passé avant, il faut le respecter mais l'oublier et sauver ce qu'on peut maintenant, faire ce qu'on peut, agir sur ce qu'on peut aujourd'hui et arrêter de vivre dans le passé. Pour moi, c'est ça plus ou moins le dilemme qui est posé au personnage, parce que clairement, c'est tous un ragtag d'anciens criminels de machin et qui essaient de se racheter une vie, slash conduite pour certains. Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a la notion, comme tu disais, d'argent. Enfin, finalement, c'est l'évolution qu'on va essayer de voir de ces personnages qui vont se libérer de leurs besoins primaires. Alors, pour plein de raisons, ils essayent de mettre une backstory, notamment à ce personnage principal qui a perdu sa fille et du coup qui va devoir trouver de l'argent pour pouvoir chercher son cadavre dans l'espace. Ça, tu vois, posé comme ça, c'est intéressant. T'as envie de lire, t'as envie de voir la suite, tu vois. Tu te dis, ok, c'est intéressant, t'as envie de creuser cet univers. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a parlé. Je me suis dit, tiens, ok, c'est une thématique ça vous a ému qui me parle. Bah, pas forcément Un ému, peu, ouais. mais j'ai trouvé ça bien Ouais, un amené. Moi, c'est plutôt la fin, mais j'en parlerai en deuxième partie qui m'a ému pour d'autres raisons. Mais ce côté backstory fonctionne pour moi. On voit le développement du personnage, on voit c'est assez original cette notion de chercher, de considérer un corps humain comme un débris et d'avoir des sociétés autour qui vont t'aider à trouver ce débris en fait qui est le corps humain de la personne aimée. Et ça, tu vois, c'est original, c'est recherché. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de bonnes graines. C'est-à-dire, il y a plein d'éléments qui sont intéressants. Mais dans les trucs que j'aime pas, c'est qu'on voit beaucoup les ficelles. C'est-à-dire, dans les thématiques qui sont régulièrement abordées dans la science-fiction, tu as, surtout dans les années récentes, tu as beaucoup la privatisation de la société humaine. Donc là, on voit bien que tout est géré par des entreprises. Donc, c'est une thématique qu'on connaît. Tout est privatisé. Donc, il y a le grand méchant qui est très riche et qui a sa colonie avec son espèce de paradis artificiel. Tu as tous les histoires de débris qui sont donc t'as plein d'entreprises qui te paient, machin, etc. T'as une espèce probablement de bourse de ce truc-là. Enfin, tu vois, donc t'as le thème de la privatisation qui est là, t'as le thème de la lutte des classes évidemment qui est là, classique dans la sci-fi où on voit ce genre de dichotomie. Où je crois que là où c'est le plus clair, c'est dans Elysium, c'est ça? Elysium, ouais. Où il y a un peu cette même Elysium, un peu cette même idée. Bon, tu vois, en fait, il y a plein de bonnes petites graines, mais moi, je trouve que l'histoire au milieu, elle sert pas à grand-chose, ça part dans tous les sens. La backstory, quand elle est arrivée, je me suis dit, elle est un peu amenée au chausse-pied, quoi, de mon point de vue. Je trouvais qu'elle n'était pas super bien amenée. On sent juste qu'on se dit, putain, tu sens la réunion d'écriture, les mecs se disent, oh là là, et il y a aucun des personnages qui a de l'épaisseur si on faisait un truc, quoi. Et c'est dommage. Peut-être pas comme ça, non? Je trouve. T'exagères. Non, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Je dis pas que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est plus un manque de temps et ça revient sur ce que disait Fambi. Alors moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils avaient une série et l'ont coupé, mais par contre, ça se serait plus prêté sur une série, notamment pour pouvoir plus développer les personnages. C'est effectivement là le quart d'heure où ils montrent des vidéos footage de ce qu'ils faisaient avant. C'est vrai que c'est léger comme character building, mais ça veut pas dire que ça aurait pas pu être mieux. Je pense qu'un format série aurait permis de pousser un peu plus cet aspect-là. C'est paradoxal parce que moi, à la fin de quand j'ai fini de regarder ce truc-là, donc à chaud, le truc que j'ai marqué, c'est tu me sers ça sur 1h30, c'est un film génial. Donc à l'inverse, tu vois, je serais plutôt partie prenante d'avoir réussi. J'aurais bien aimé qu'ils réussissent à concaténer un certain nombre de choses, qu'il y a des longueurs. Moi, c'est ces longueurs qui m'ont gêné, mais qui du coup, comme on l'évoquait, c'est fait pour donner du détail, de l'épaisseur, comme tu disais, du lore dumping. J'aime bien cette notion on essaie de te foutre plein de trucs pour essayer de t'immerger dans cette. Mais c'était trop long. Et du coup, ça n'a pas marché. C'était un entre-deux qui fonctionnait pas pour moi. Donc soit tu prends le parti pris de te filer un peu moins et d'être un peu plus dans l'action roller coaster que le décrivait Romain, auquel cas tu te laisses vachement embarquer, et moi c'est ce qui m'a plu dans la deuxième partie qu'on évoquera tout à l'heure, soit effectivement tu mets de la longueur et tu fais à la The Expanse, je vais reprendre ça parce que je pense qu'on en parlera tous plus ou moins, mais The Expanse, il y a des longueurs énormes, il y a énormément d'épisodes qui pour moi servent à la longueur de la série, mais qui sont chiantes. Franchement, dans The Expanse, il y a des moments ultra mous sur la description de l'univers qui sont très difficiles à regarder. Et du coup, je suis pas d'accord. Ouais, mais, moi non plus. Mais pour moi, ça aurait pu faire un truc à la The Expanse si c'était plus long. Mais c'est parce que moi, je suis pas forcément client de ces détails énormes sur l'univers quand, sur The Expanse, en l'occurrence, j'ai eu un peu de mal à m'y remettre pour ces raisons-là.
moi, c'est le charme de The Expanse, c'est ça, c'est qu'il y a des épisodes où justement, ils font pas tellement de place à l'action, t'as pas besoin d'avoir des trucs qui pètent dans tous les sens, c'est pas Michael Bay, quoi. Et pour le coup, il y a beaucoup d'intelligence. Et là, si on parle de The Expanse, par exemple, l'univers, putain, mais ça a rien à voir. La qualité de la politique qui est à l'œuvre, tout ce qui est déjà implanté. Tu prends le premier épisode de The Expanse, t'as déjà compris, la lutte des classes, elle est poussée à l'extrême c'est même ça se voit dans les corps des humains, puisqu'il y a les belters qui sont, etc. Belters. Mais ça, c'est vachement intéressant parce que c'est une réalité dont on parle très peu dans la lutte des classes, qui est que les corps aussi prennent. Il n'y a pas juste, bref. Donc franchement, The Expanse, t'as un monde politique, t'as déjà une société, il y a eu des guerres, il y a des tensions. Ouais, on parle de The Expanse, je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Moi, j'en ai parlé, parce que pour moi, j'en ai parlé parce que pour moi, ça aurait pu être un The Expanse. Enfin, The Expanse a cette capacité à tirer sur la longueur pour donner beaucoup plus d'éléments qui nous permettent de nous accrocher. Et ce que je disais, en fait, soit tu le réduis à 1h30, soit tu essaies d'en faire, et du coup, c'est un travail d'écriture et c'est super difficile à faire, un univers à part entière, comme ils ont réussi à développer dans The Expanse. Mais tu peux prendre Dune, tu peux prendre, en fait, des sagas issues aussi de films, parce que c'est plus simple également quand t'as un auteur de bouquins, pardon. Donc, même sans les sagas, tu prends le premier Blade Runner, je pense qu'il doit faire dans les 2 heures aussi. Donc vraiment typiquement la même durée. Putain, mais l'épaisseur t'as un univers de ouf avec une écriture de ouf. T'as une subtilité. Alors c'est parfois même trop subtil parce que Blade Runner, en vrai, nous on le sait parce qu'on l'a vu avec presque 20 ans de retard. Mais quand il sortait, comprendre la subtilité des doubles lectures, c'était pas si simple. C'est presque trop subtil, je pense. C'est pas accessible. Mais en réalité, t'es dans complètement autre chose. Et moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas le comparer à The Expanse, ce film-là. Blade Runner, c'est un bouquin à la base. Aussi. Du coup, c'est c'est toujours incomparable. The Expanse aussi, c'est-à-dire. Ouais, mais je comprends, mais en fait, on compare des genres qui sont pas les mêmes. Non, mais Blade Runner moi, quand j'ai vu les bandes annonces de Space Sweeper, je savais que c'était Michael Bay derrière. Là, c'est comme si on comparait Transformers avec un autre film. Ça n'a aucun sens, votre comparaison. Je comprends pas. Si, parce qu'il y a une double identité, en vrai. Parce que justement, dans toute cette première partie, il y a certains éléments abordés. Et c'est pour ça que moi, je comprends la comparaison. Il y a justement cette volonté de créer un univers qui est délaissé à peu près au milieu pour repartir sur l'action movie. Ils ont essayé. C'est exactement ça. Mais justement, par rapport à Blade Runner, c'est là où ça crée un point dommage, c'est que justement ils auraient pu aborder le format différemment et conserver un mélange des deux éléments, des deux genres, mais en permettant d'avoir un peu moins de condensé d'informations au début et l'étaler sur plus longtemps pour avoir du contenu plus digérable, quoi. Juste avant d'avancer, pour aller dans ce sens-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a découpé le podcast en disant il y a la partie 1, la partie 2. La partie 1, si tu parles avec un niveau d'attente qui est de dire c'est juste un film d'action, oui, c'est pas comparable. Mais en réalité, c'est pas le cas. La partie 1, ils l'ont pas conçu comme ça. La preuve, il y a très peu d'action. Non, c'est pas la promesse qu'on te fait dans la partie 1. Mais quand tu lis le teaser et que tu regardes le teaser et que tu le lis, tu sais très bien que c'est ça, en fait. Si vous comparez à des films au pif aussi. Mais non, tu peux pas comparer. Tu peux pas dire que dans la partie 1, ils ont pas eu le souhait et le travail, même s'il n'est pas réussi, de essayer de te camper un univers, de pas te mettre de l'action tout de suite avec beaucoup de vitesse. Je suis d'accord avec toi. Et bien donc du coup, le souhait qu'ils avaient, les scénaristes, c'était bien d'être potentiellement comparé à ces trucs-là. Et donc, moi, j'avoue, c'est ce qui m'a... J'ai vraiment aimé plein de trucs dont j'ai pas parlé là, mais j'en parlerai tout à l'heure. J'ai pas parlé de tout ce que j'ai bien aimé, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. Mais clairement, c'était, je pense, pour moi, le plus dur, c'était de faire le deuil de ce niveau d'attente, quoi. Je comprends totalement. Cette partie 1 a pour volonté de donner et de poser la suite qui va être un super film d'action, pour revenir à ce que toi t'as aimé, Romain, et qui moi aussi m'a entraîné. En fait, voilà, je pense que les deux avis il y en a qui ont pas du tout été entraînés par cette partie 1 qui était effectivement longue et donnait trop d'éléments, et du coup ça a fait un showstopper au sens propre pour la deuxième partie. Et à l'inverse, nous qui avons laissé glisser et dit ok, c'était long, tant pis, il y a beaucoup de choses, je vais pas surkiffer l'univers, c'est pas un Blade Runner, c'est pas un The Expanse, mais bon, j'achète et je suis prêt à voir la suite, tu vois, ça nous a pas arrêté quelque part. Et c'est la troisième parfaite. Point de vue, hein. Ah, vas-y Pierre, troisième point de vue, puis on passe à la chronique moi, de je Benjamin. m'identifie dans aucun des trucs que tu as dit. Moi, clairement, le début, comme je disais, même si c'était pas exceptionnel, ça m'a rendu curieux, j'avais envie d'en savoir plus, et le côté lore building, pour moi, il était sympa, même si c'est pas le mieux que j'ai vu, quoi. Ça t'a appâté quand même. Ça m'a donné envie d'en voir plus. Ok.
Ultra intéressant. Partons justement sur... Alors c'est un film coréen, vous l'aurez remarqué, on fait très peu, alors on a fait des reviews de séries et de films américains, c'est la première fois qu'on parle de cinéma coréen, et Benjamin s'est proposé de nous détailler un petit peu, si vous êtes intéressés les amis, continuez d'écouter, de nous détailler un petit peu cet univers assez méconnu, en tout cas pour nous autour de la table, et du coup Benjamin, nous t'écoutons pour ta chronique. En coréen, évidemment. C'est le moment où tout le monde se barre du podcast. Donc, Allez, salut. je vais essayer de vous faire un petit point rapide en fait sur la culture coréenne. Qu'est-ce que ça nous évoque à nous, peut-être même à vous, et essayer de faire un rapide point sans partir dans un espèce de descriptif Wikipédia qui serait un peu chiant et dégueulasse à écouter, pour juste faire un rapide tour de table en fait de l'évolution du cinéma ou de l'influence coréenne en fait en Europe et même dans le monde en général. Donc, j'aimerais commencer cette chronique, tout simplement en vous posant des questions à vous. Savoir un petit peu ce que vous connaissez de la Corée, ce que ça vous évoque. Et du coup, justement, ouais, parce que moi, je suis un sale. Il est malin. J'ai fait une chronique, les gars, vous inquiétez pas, j'ai vachement bossé, mais j'ai fait 10 questions. J'ai écrit 2 lignes, moi, il n'y a pas de... Non, nous t'écoutons, Père Fambi. En gros, j'aimerais juste commencer en vous demandant, pour vous, culturellement, la Corée du Sud, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, si on doit parler de pop culture ou de culture en général, la Corée du Sud, là, même pas forcément en m'expliquant en 5 minutes, mais là, comme ça, vous pensez Corée du Sud, qu'est-ce que ça vous évoque ? Technologie. Technologie pour Thomas. Romain ? Je cherche une connerie, je suis désolé. Non, le cinéma, parce que ça fait quelques années que ça commence à monter, quoi. Toi, c'est cinéma, Pierre ? Alors moi déjà c'est un peu gênant parce que je préfère la Corée du Nord de base que c'est question valeur. J'en étais sûr. Non. En fait pas grand chose. J'ai très peu de connaissances sur la culture coréenne et à part les bonbons bizarres et c'est à peu près tout. Et les manhwas peut-être vite fait. J'ai pas beaucoup de connaissances très peu de choses. sur la Corée. Non. Et Olivier, toi ? Moi, je vais dire alors, je connais mal, mais c'est ce qui me vient en premier, c'est la K-pop, qui est, je pense, aujourd'hui, en fait, la vague monumentale. C'est-à-dire, la pop a jamais été autant influencée. Enfin, c'est un des pays qui influence le plus le monde actuellement, donc la K-pop. C'est vrai. Exactement, oui, il y a ça. Bon, du coup, j'avais préparé d'autres questions, mais vu le retour, j'imagine que si je vous demande si vous consommez de la culture sud-coréenne, j'imagine bien que j'aurai pas beaucoup de retours. Donc, on va enchaîner. Et justement, en fait, pour accrocher par rapport à ce que disait Olivier, avant même de parler de films ou de séries, de cinématographie coréenne, en fait, tout simplement, faut savoir que la Corée du Sud, en Europe et dans le monde, avant même de parler des films, on va penser surtout à la musique, finalement. Et je citerai que 2 exemples qui ont été, je trouve, assez marquants ces dernières années, ces 10-20 dernières années. Ça va être, par exemple, Gangnam Style, de Psy. C'est un truc que personne n'avait venir ça. On était à une époque, à un moment donné, où c'était l'Amérique. Il y avait quasiment rien d'autre sur le marché. Il y a Psy qui débarque avec son Gangnam Style un peu déjanté dans une langue que personne connaissait. Enfin, forcément, en Europe et aux États-Unis, tu parles Corée, voilà. Et ça a explosé les compteurs de vues YouTube. Ça a été un immense succès à l'international. Moi, je me souviens plus trop de ce que ça fait. Est-ce que tu pourrais nous le chanter? Je me rappelle plus non plus. Moi. Ouais, Benjamin, est-ce que tu peux nous peut-être? Hop, hop, Gangnam Style. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Le pauvre. Ah oui, c'était waouh, il y avait du mouvement quoi. C'était c'était vraiment enjoué quoi. Et quand je mais pense c'est vrai que que ceux qui nous ont infligé ça quoi. Voilà. Oui, si je dis pas de conneries, c'est la première vidéo à dépasser le milliard de vues sur YouTube. Exactement. Et c'est la première c'est la première fois aussi qu'en Corée il y avait quelqu'un qui explosait comme ça internationalement quoi. Mais tout à fait. Et il y a sur je sais plus quelle place, ça j'ai mal fait mes devoirs, il y a justement les mains en fait un peu comme ça, le signe là quand il fait hop hop, qui sont sur la place dont j'ai parfaitement oublié le nom et pourtant je sais que je la connais. Mais ça c'est de l'info précise. Il fait ça, hop. Mais s'il fait c'est de l'info. Hop hop. C'est de l'info biaisée. Hop, Gangnam Style. Donc on a ça et puis comme tu le disais Olivier, la K-pop, on a le groupe BTS qui a été formé en 2013 et qui aujourd'hui a des fans partout dans le monde. Et quand je parle de fans, on a des hardcore fans du K-pop et c'est assez vénère quand même. Donc c'est une culture, en tout cas, une pop culture qui commence à exploser vraiment fort mondialement. C'est les Beatles d'aujourd'hui en vrai. Mais clairement, les Beatles d'aujourd'hui. C'est le même genre de scène et le même genre de succès, etc. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire-là, je trouve,
on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais c'est que c'est beaucoup plus industriel et moins organique que ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire que c'est des groupes qui sont souvent constitués de zéro. Enfin, c'est vraiment des boys bands ou des girls bands qui sont avec des sociétés de prod qui ont des recettes incroyables. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est écouté dans le monde entier et c'est vraiment les Beatles d'aujourd'hui, quoi. Mais ouais, pour faire une petite parenthèse pour les groupes de K-pop, genre style BTS, il faut savoir que derrière, c'est un travail incroyable qu'on leur demande parce que c'est des gens en fait qui vivent leur travail H24 pendant toute la durée de leur carrière. Ils sont entraînés dès le plus jeune âge, leur vie sociale t'oublie tout de suite. Ils sont entraînés à être des idoles, entraînés à chanter, à faire de la choré, mais à un niveau extrêmement rigoureux. Et c'est, je pense qu'en France, quand tu penses boys band et tout ça, tu rigoles un peu, tu vois, tu penses à nos groupes à nous, même aux trucs américains qu'on a pu regarder. Un jour. Ouais, voilà, des trucs un peu cheap. Wow. Et là-bas, faut savoir que c'est, les jeunes qui sont entraînés à chanter, à danser là-bas, ils ont un niveau pro, mais pro comme on en voit rarement dans le monde finalement en termes d'entraînement et de préparation. Donc c'est quand même des groupes extrêmement méritatifs et c'est pour ça, je pense aussi qu'ils ont beaucoup de succès. Et donc voilà, ça c'était pour la Je peux te couper 2 secondes parce que vas-y. j'ai repensé à un truc. Tu as quand même demandé ce que la Corée représentait et on a quand même tous oublié, enfin pas Olivier pour le coup, mais le jeu vidéo quoi. Et Ok, pardon. Le quoi? Répète. le jeu vidéo, Eh oui. c'est quand même le pays du jeu vidéo oui. quoi. Enfin, les c'est mecs pas sont faux. champions du monde sur League of Legends, c'est des Oui, bien RTS sûr. depuis la nuit des temps. Exactement. Sur Starcraft. Et comment mais on peut plus- oublier ça quoi? On n'est pas si C'est un geek que petit ça. point. Non, un truc qu'on a oublié, c'est Parasite aussi. C'est quand même ouf, Oui, mais- Parasite. Bah justement, Ça, on a je parlé vais du l'aborder. cinéma. On a Ouais, parlé j'allais- du cinéma. J'allais vous en parler un petit peu plus tard. Mais oui, effectivement, le jeu vidéo et tout ce qui va être l'e-sport, c'est un tremplin incroyable mondialement pour Ah oui, c'est la clair. reconnaissance de ce sport en fait. Et donc voilà, c'était un peu pour le petit côté pop culture. Et maintenant, pour entrer dans le cinéma, je vais pas m'étendre très longtemps parce que comme je vous le disais, moi déjà, pour être honnête, j'ai pas une énorme culture, je n'ai même quasiment aucune cinématographique série de la Corée. Moi, j'ai plus les points pop culture justement qui me touchent. Mais il y a des petits trucs marrants, genre par exemple, on a Hollywood aux États-Unis. Donc Hollywood, tout le monde connaît, c'est voilà l'espèce de panneau. Hollywood, c'est le cinéma, c'est les artistes, c'est la qualité. En tout cas, ça revoit un petit peu à ça. Hollywood, c'est une marque incroyable. Et il faut savoir en fait que depuis quelques années, 10-20 ans, on parle maintenant de Hollywood. Et Hallyu, qu'on écrit H-A-2-L-Y-U, en fait, c'est un terme qui renvoie à tout ce qui va être expansion de la culture sud-coréenne. C'est l'expansion en fait de la culture sud-coréenne dans le monde, et on parle d'Hollywood parce que justement en fait au niveau des films, la culture sud-coréenne commence à s'exporter énormément et à toucher les gens. Et il faut savoir que les films sud-coréens, c'est les seuls quasiment qui battent les films américains sur leur propre sol. Il y a eu des films sud-coréens qui ont fait de plus gros succès au box-office que d'autres films comparables en termes de budget et comparables en termes de casting. Et encore, comparable de casting, c'est dur à dire parce que sur le sol américain, le casting, forcément, tu le connais, alors que tu connais pas le casting sud-coréen quand tu es aux États-Unis. Et pourtant, ils ont fait des recettes incroyables. Ils ont battu au box-office des films qui, pourtant, on n'aurait pas mis une pièce sur eux sur ce sol-là. Comme quoi, Benjamin? T'as des exemples autres que Parasite sur Et je ça? pense que nous allons passer à une autre partie de la chronique. Écoute, on n'a pas toujours toutes les infos, hein. Alors, je lance. Ok, Google, lance Wikipédia. Est-ce que je peux, putain. Ok, Donc, donc il y voilà. il y en a d'autres. Dans les connus, t'as Parasite, t'as aussi Mademoiselle qui était sortie, je crois, en 2016 ou quelque chose. T'as sûrement le qui dernier était train pour vraiment- Busan qui a dû marcher aussi. Excellent. Ouais, Exactement. t'as raison, Old ouais, Boy. Old Boy. The Handmaid. Old Boy en 2000, ouais, bien sûr. Il y a Bittersweet Life aussi, qui est un film coréen très Bittersweet connu. Life. Et voilà, on a Snowpiercer, évidemment. Le film Snowpiercer, coréen. Le film Snowpiercer, Donc, oui, c'est coréen. Mais c'est basé sur une Ah, BD oui, oui. française? Non, c'est français, Oui, c'est le une BD comic française. original. Ouais, C'est ouais, ça. une Mais le la film, BD. réalisation, casting, etc., coréen. Et Ah oui, un coréen. énorme succès. Django. Ouais, Ok. tout à fait. Excellent. voilà. Bah, merci, tu vois, on avait toutes les réponses. Incroyable. Mais finalement, vous êtes Que de culture incollable. virtuelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, Snowpiercer, c'est vrai qu'en fait, c'est réa coréenne, mais c'est casting quasiment de full US. Enfin, c'était quoi? Ah ouais. C'était Chris Evans, non? Donc oui, c'est C'est ça. comme quoi. Et petite trivia sur les films et séries sud-coréens. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il faut, dans leur réalisation et dans les thèmes qu'ils choisissent d'aborder, en fait, les œuvres sud-coréennes, c'est souvent axé drama ou romance. Drama, vous savez, ce que ça peut être quelqu'un qui vit une situation un petit peu difficile, qui va être tourné un petit peu dans le mélo, un petit peu genre ma femme m'a quitté ou ma vie sociale est dégueulasse, tu vois.
poussé un petit peu dans le pathos à l'extrême, et romance toujours bien sûr avec l'histoire de cœur. Et c'est des thèmes en fait qui s'exportent énormément, qui viennent de sud de la Corée, puisque tout simplement, c'est souvent en fait des œuvres sud-coréennes qui sont faites pour parler aux jeunes. C'est le public en fait cible qu'ils ont assez souvent, c'est les jeunes. Et c'est marrant de voir en fait que finalement, cette approche-là en fait du cinéma ou de des œuvres en général va toucher aussi un public mondial, parce qu'il y a bien sûr c'est des thèmes qui parlent à tout le monde, je pense, sur Terre, mais il y a une petite sauce sud-coréenne quand même qui est apportée, et moi je trouve ça bien justement que ça réussisse à toucher. Et je pense que c'est quelque chose en fait, je pense aussi qui est beaucoup lié au sous-texte généralement dans les œuvres coréennes, parce que même quand ils parlent de trucs qui peuvent sembler un peu cons, un peu cucu, un petit peu faciles, il y a toujours un petit sous-texte derrière, il y a toujours un petit discours, et souvent assez politique même, ou sociétal sur ce que eux ils vivent en fait, parce que eux forcément on est en Asie, il y a beaucoup plus de codes que chez nous sur la société, comment se comporter, comment être, qu'est-ce que la réussite, etc. Et il y a souvent une critique assez fine qui est taillée dans ces œuvres qui pourtant paierait pas de mine sur... Comme dans Space Sweepers. Et donc... et là, non mais en plus le pire c'est que oui, Space Sweeper essaye d'introduire des thématiques fortes et des thématiques qu'on n'entend pas beaucoup, enfin, qui ne sont pas beaucoup montrées en Asie. Et malheureusement, ça a juste été mal exécuté. Mais comme tu disais, il y a beaucoup de bonnes graines, mais qui n'ont pas été assez arrosées. Et voilà, ça c'était mon petit tour de table pour les films. C'est quelque chose qui maintenant marche énormément sur Netflix. Moi, j'ai juste tapé séries coréennes, enfin Corée, tu sais, j'ai ces séries, films coréens et tout. Je crois qu'il y a plus de 150 œuvres uniques qui apparaissent d'entrée de jeu. C'est quelque chose, voilà, maintenant on a accès, quoi. C'est plus quelque chose qui est limité au sol sud-coréen, c'est plus quelque chose qui est confidentiel. Maintenant tout le monde peut, et je pense même que ça a un énorme succès. Genre par exemple, j'ai la série Kingdom, donc si je ne pas, Thomas a regardé. Oui, c'est vrai. Qui a eu un énorme succès. Aimé. Et moi, j'avais regardé, j'ai pas eu le temps, mais j'ai regardé quand même quelques extraits pour voir un petit peu comment c'était réalisé, comment c'était joué et tout. Et putain, merde, ça a l'air bon quand même. Hein. Ça a l'air d'être loin d'être cheap, quoi. Ça a l'air d'être quelque chose qui fait bien son job, et je pense que je vais m'y mettre parce que vraiment, ça a l'air hyper sympa. Ça fonctionne super bien. C'est une super série. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et donc, pour conclure, la Hallyu, je pense qu'elle est en train de conquérir le monde. Musique, film, série, littérature. Et moi, je gage que cette explosion de la Hallyu, elle va sûrement prendre énormément de place en France, parce qu'on est un pays qui est extrêmement asiatophile dans sa culture, dans les produits, et notamment on a une énorme relation avec le Japon en France. La culture japonaise, elle a une place incroyable en France. On est le pays le plus ami, je pense, d'eux sur ce plan-là. Et je suis sûr et certain qu'on va réussir aussi à adopter cette culture sud-coréenne, et je pense que ça va faire du bien au monde du cinéma et de la littérature en général, que leur point de vue s'exporte. Trop cool. Merci Benjamin. C'est beau. C'est une parole d'amour entre les peuples. Trop bien, mais juste pour pas qu'on apparaisse pour des boomers, on sait que côté musique, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, il y a vraiment des gros fans. Mais je pense de plus en plus, tu vois. Je pense que ça va prendre une place vraiment encore plus importante dans les... On est des boomers musicaux sur cette partie-là, je pense. N'écoutant autour de la table, personne n'écoute de la K-pop, je crois. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai écouté Olivier, t'écoutes de la K-pop? Ça m'arrive, et ma femme en écoute aussi, donc ouais, on en écoute. Moi, j'ai écouté plein de morceaux de BTS, hein, et honnêtement, c'est pas la musique que j'écoute, mais c'est hyper propre. C'est hyper propre. Ah ouais, et puis c'est dansant, quoi, ça te donne la pêche. Hein. Ah ouais, non, mais il n'y a rien à dire, vraiment. C'est trop bien. C'est dommage qu'on puisse pas mettre un extrait, mais on écoutera. Non, c'est pas dommage, je pense. Non, je suis curieux. Tu vois, je connais très j'ai un peu du mal à Ok, boomer. aussi, ouais. Ah, voilà. Les amis, merci Benjamin pour cette chronique. T'as proposé quelques éléments peut-être pour la partie 2, et je vais te redonner la parole, notamment sur ce qui est derrière, en fait. Il y a quelques thèmes qui sont abordés et qui sont notamment déroulés dans la partie 2, malgré que ce soit très action, etc. On va pouvoir parler de la fin, de la conclusion, etc. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Parce que je suis curieux de voir ce que tu trouves justement par rapport à cette chronique, fort de toute cette connaissance, dans du coup Space Sweeper, et notamment dans le déroulement et le déroulé, la conclusion de la partie 2. Comme moi, tu sais, j'ai pas donné une note exceptionnelle, j'ai pas trouvé ça fantastique ni transportant, et je pense qu'en fait c'est aussi pour ça que j'ai eu un avis aussi dur sur le film, parce que je voyais plein de choses qui auraient pu être développées à fond et être ultra intéressantes dans un contexte asiatique, notamment tout ce qui est la question en fait de la mise en cause, enfin de la révolte en tout cas contre le grand le grand capital entre guillemets, puisque par exemple en Corée du Sud et même au Japon c'est encore le cas, l'argent fait un peu loi
C'est-à-dire que la réussite sociale, c'est un peu tout. C'est-à-dire que si jamais tu gagnes de l'argent, t'es bien vu, t'es comme ça. C'est vrai aussi en France, c'est vrai aussi ailleurs, bien sûr. Mais c'est quelque chose de très, très pesant sur les épaules sud-coréennes. Et là, tu vois, il y a un côté un petit peu des nobody quelque part qui se rebellent contre ça, qui deviennent des héros. C'est intéressant déjà dans ce contexte-là à mettre en place. Le thème de l'écologie ici aussi, qui aurait pu être un thème extrêmement fort du film, malheureusement pas assez développé à mon sens, mais qui est extrêmement important dans les sociétés asiatiques qui se développent de plus en plus et qui ont besoin justement malheureusement d'y aller quoi au bilan carbone. Et surtout moi vraiment ce qui m'a marqué, je vous en ai parlé aussi un petit peu, c'est le robot. C'est le robot qui pour moi a un sous-texte transgenre. Un sous-texte qui est jamais abordé dans les pays d'Asie tout court, parce que c'est des choses qui sont pas encore établies chez eux comme étant normales d'en parler, normales de considérer. Ça évolue, mais doucement, c'est en train de se faire. Et là, ce film, je trouve qu'il apporte ça parce que justement, ce robot, qui on pense être un homme en fait depuis le début du film, nous annonce qu'en fait c'est une femme. Et alors qu'il a une voix très masculine, nous dit il s'identifie comme femme. À la fin du film, on verra qu'il va se transformer, en tout cas faire des greffes de peau, pour devenir cette femme et garder sa voix d'homme. C'est un robot non binaire alors. Oui, c'est un robot non. Bah oui, peu importe, je ne sais pas comment il se définit. Non, c'était juste. Oui, j'ai bien compris. Non binaire pour un robot, mais. Mais ouais, même si c'est un robot, ça n'empêche pas, je pense, que ce sous-texte se crée. C'est peut-être que c'est plus facile pour eux aussi de l'aborder comme ça, voilà, que ça ouvre une porte un peu plus simple. Mais en tout cas, je trouve que c'est en tout cas moi ça m'a percuté. Ok, super intéressant. Pierre, vas-y. Je vais rebondir là-dessus parce que je vois apporter ça comme des défauts sur les côtés des problèmes sociétaux abordés, etc. Mais moi, je vais aller complètement à contre-courant avec ça. Et dans ce genre de film, c'est alors, mais pas du tout ce que je recherche. C'est-à-dire qu'il y a un constat sur l'écologie, sur des trucs comme ça. Et ouais, là, c'est en trame de fond. C'est pas censé te faire réfléchir. C'est juste pour établir l'univers en disant ce qui s'est passé avant. Mais ils te disent pas c'est bien ou c'est pas bien. Et j'ai envie de dire tant mieux. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un truc de science-fiction, de fantasy, sur des univers complètement loin de notre réalité à nous, moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir les problèmes qu'on a aujourd'hui, résolus ou pas. J'ai pas envie qu'on me dise qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans nos sociétés. J'ai envie d'escapisme. J'ai envie de voir des choses que je ne vois pas. J'ai envie de voir des robots, j'ai envie de voir des vaisseaux, j'ai envie de voir des histoires absolument parfois stupides, mais qui partent très très loin. Et justement, j'aimerais plus voir ce genre de choses que creuser sur le monde d'aujourd'hui, il est comme ci, comme ça, comme ça. Enfin, je trouve ça au final presque plus facile d'essayer d'aborder ces thèmes et faire des pseudo-statements que d'essayer de se créer une vraie originalité et de distraire son audition, ses viewers du coup, autrement. Du coup, ce que tu dis, c'est ce que disait finalement aussi Romain tout à l'heure. Un peu, ouais. C'est-à-dire, c'est un film d'action, donc t'es là pour l'action. Mais par contre, quand tu dis que t'attends pas ça d'un film de science-fiction, là, moi, je te rejoins pas, parce que qu'un film d'action se passe dans un univers de science-fiction, why not, si tu veux. Mais la science-fiction, le propre de ce genre-là, que ce soit dans la littérature comme dans les films, c'est plutôt justement de développer tout le sous-texte. C'est quand même ça l'intérêt. On appelle même ça des romans d'anticipation aussi. C'est le deuxième nom qu'on donne. C'est l'idée de on te raconte des trucs et comment ça aurait pu se passer, et c'est une forme d'avertissement où c'est censé te donner matière à réfléchir. Par contre, ça peut encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, moi, si ça avait été monté, construit comme un pur film d'action, j'aurais pas eu les mêmes attentes, j'aurais pas réagi de la même façon. Et la première partie, et je vais pas me réattarder dessus parce que j'en ai parlé tout à l'heure, elle a plein de bonnes graines, elle te laisse penser qu'on va te développer, il y a un rythme, il y a des arcs de narration qui te laissent penser ça, et donc voilà. C'est pour ça qu'après, moi, par contre, j'ai appris un truc que j'ai kiffé. Le meilleur moment, c'est qu'il y a des sonnettes sur les vaisseaux. Dans l'avenir. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a la police qui vient à un moment, il sonne avant de rentrer. Je me suis dit, c'est tellement pourquoi what the pas fuck. Ils sont polis. c'est l'avènement de la doorbell. C'est peut-être ça. Non, vraiment, juste vraiment flic, plein de bonnes graines. Le flic, un accent allemand, c'est fantastique. Vas-y. Oui, c'est un très bon archétype. Clair. Juste par rapport à la science-fiction et l'anticipation, c'est marrant parce que moi j'ai toujours divisé ces genres. Je m'étais toujours dit, notamment quand je lisais beaucoup, tu avais l'anticipation qui te poussait justement à réfléchir sur un sujet et qui allait creuser, typiquement en série, Black Mirror, mais tu peux aller sur Yves de Cadic aussi. Je trouve qu'en fait c'est des trucs qui te poussent à réfléchir. Or, t'as aussi un second genre, pour moi, que je décorrèle, qui est typiquement plus lié au space opéra. Alors, c'est pas le cas, parce qu'on peut pas l'intituler space opéra, étant donné la petitesse du monde. En revanche, c'est
la science-fiction, mais qui se décrit plus dans ce que tu disais, Olive, sur le côté, c'est un film d'action dans l'espace. Et quelque part, en fait, moi, je décorrèle un peu ces deux trucs. T'as, par exemple, Star Wars, qui est science-fiction, je pense, on peut dire. C'est pas forcément le truc qui te fait réfléchir à l'état du monde actuel, même si t'as plein de sous-lectures, etc. Mais c'est pas forcément sa volonté propre. C'est quelque chose qui va t'amener plus à t'évader, un peu ce que disait Pierre, etc. Évidemment, c'est une œuvre, donc t'as toujours plein de lectures, mais c'est pas son but premier qui est de prendre un sujet, par exemple, le Soleil vert, aussi anticipation, science-fiction anticipation, mais qui va te faire réfléchir à la consommation, à un modèle de société, etc. Tu vois, c'est différent pour moi. J'ai différentes attentes par rapport à différents. C'est les sous-thèmes du genre science-fiction. C'est les sous-genres de la science-fiction, de toute manière. Tout à fait. La science-fiction n'est pas de l'anticipation. Enfin, c'est juste un sous-genre de la science-fiction. Enfin, du coup, c'est pas lié, en fait. Mais la science-fiction n'est pas toujours l'anticipation. Déjà, il y a un nom sur le thème qu'on aborde sur Space Cooper, c'est clairement du cyberpunk, premièrement. Et je pense qu'il faut pas faire l'erreur de dire que la science-fiction, c'est soit de l'action, soit de l'anticipation. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je reprends sur la réponse de tout à l'heure d'Olivier. Je dis pas que si c'est pas quelque chose qui te fait réfléchir sur les problèmes actuels, c'est forcément de l'action. Le film d'action, c'est bien, mais c'est pas forcément le centre de ce que je voulais voir dans le truc. Bon, tu peux avoir une histoire développée et intéressante sur l'interaction des personnages et les thèmes qui peuvent être abordés devant eux, sans que ce soit du pur action, mais sans que ce soit non plus une façon de mettre en lumière les dilemmes moraux d'aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, par contre, il y a donc si on avance un peu dans cette partie 2, donc c'est vraiment, comme le disait Romain, plus du Michael Bay. Hein, c'est vraiment là, on est sur de la poursuite. C'est des scènes très très courtes. On se fight. Il y a des scènes d'action avec le fameux robot évoqué par Benjamin qui saute de vaisseau en vaisseau avec un harpon. Tu vois, ça c'est des trucs qui moi m'ont accroché quand c'est arrivé. Mais moi aussi. Ouais, t'es devant ta télé, t'es là, tu vibres un peu, tu vois. Et l'héroïne qui tire derrière le vaisseau là sur les autres vaisseaux, c'est énorme ça aussi. Avec son gun nucléaire, avec le gun gigantesque quoi. Mais ouais, t'es dedans quoi, t'es dedans. Moi ça fonctionne, ça m'a rappelé. Alors bon, c'est peut-être l'extrême, mais je sais pas, des scènes à la Mad Max Fury Road où ça va vite, c'est ça y va quoi, tu vois. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que en vrai, les scènes d'action en général, elles marchent bien. Hein. Elles marchent très bien. Moi, quand ça commence à péter, quand ça commence à y aller fort, tu vois, moi je me dis ouais, ok, j'achète, il y a pas de problème. Il y a quelques petits trucs techniques, tu vois, où tu vois un petit peu, mais c'est normal, 20 millions de budget, on s'attend pas non plus à un truc de taré, mais ça marche vraiment bien, c'est super propre pour ce que ça propose. Ah ouais, toi t'as pas été accroché, Olivier? Alors, bon, disclaimer, il y a toute une partie que j'ai pas regardée. Deuxième chose. Oh putain, au moins il est honnête. Au moins il est honnête. Je vais pas vous mentir, c'est comme la Vaya. C'est une critique partielle. Il y a des moments où j'ai avancé, j'en pouvais vraiment plus. Mais j'ai trouvé que l'action, il y a plein de moments où ça marche bien. Je suis assez d'accord. Parce que là où j'irais pas non plus, je serais pas aussi d'accord que vous, c'est parce que il y a plein de moments où ils essaient de désamorcer ou de donner un décalage avec l'humour. Et je trouve que les scènes d'action sont très souvent un peu cartoonesques et il y a vraiment ce côté-là qui est assumé. Il y a vraiment les bastons, il y a plein de moments, les chutes, les bruits, même les réactions, les expressions de visage et tout. Enfin, c'est vraiment un peu cartoonesque. Et ça, je l'ai trouvé très régulièrement, l'humour, je le trouvais un peu lourdeau, un peu à côté. Je voyais ce qu'il voulait faire. Ça m'a un peu fait passer à des Mars Attack, etc., avec le côté cartoonesque. Mais je trouvais justement que ça marchait pas si bien. Donc en fait, les scènes d'action, il y avait le côté technique de la scène d'action qui marchait pas trop mal, mais le côté je désamorce et je mets de l'humour, je trouvais ça mal dosé en fait. Ouais, comme dans ces vieux films d'action qui en final au milieu des scènes avec des Rambo, des trucs, t'as des petites touches d'humour, etc. Et t'es là, oui, ça arrive, mais tu sais pas forcément pourquoi. Moi, je suis assez client de ces trucs-là, du coup, ça m'a pas dérangé. Les petites scènes scatophiles et tout, c'était moi j'ai étouffé un petit scatophile carrément. Bah, on n'a pas vu le même film par contre. Excusez-moi. Je pense que la parodie que t'as mis sur de scatologie. Mais non, mais bon, à un moment donné, il y a des proutes et tout. Bon, bah voilà, moi je suis un humour un peu basique sur ça. J'étais dedans. Série d'action dans l'espace, enfin film d'action dans l'espace. Petit humour un petit peu débile. Bon, j'ai étouffé un petit. Non mais moi, en vrai, j'ai rien contre l'humour débile. Ça peut me faire marrer de ouf, les nuls, machin. Là, c'était plus un truc de dosage. Je trouvais ça souvent un peu cringe, toujours un tout petit peu sur la tangente. Et ça tombait du mauvais côté. Il y en a eu des scènes que j'ai trouvées marrantes, mais vraiment la plupart, je me disais, wow, c'est un peu pas bien réussi. Quoi.
Ouais, moi je suis un peu trouve que c'était d'accord. quand même assez Ils peu, arrivaient pas, en fait, je trouve, à se situer dans le moment en fait. C'est-à-dire que ils allaient enclencher un truc un peu un peu pathos, un petit peu merde, t'es censé être triste, et là, bah non, tu vois. Ouais, ça le mais problème. ça a marché. Et- Non, mais ça Moi, désamorce, je trouve. Moi, je trouve que ça trouvais marche aussi. fun. Hein. Ouais, Ouais, ça mais marche. en fait, le problème, c'est que par exemple, c'est- tout le dilemme là du mec qui cherche sa petite fille qui est morte dans l'espace, tu vois, il y a des trucs un petit peu lourds quand même, tu vois, qui sont dits. Et Mhm. des fois, j'aimerais bien qu'ils aillent juste un petit peu au bout de l'idée. C'est pas forcément qu'ils Ok. fassent que ça, Ouais, mais mais quand ils ils le assument font. une scène, tu vois. Attends, je suis pas d'accord. Ce qu'ils font avec l'histoire du P, ça arrive une fois. C'est pas comme si c'était 50 Deux. fois dans le film. Et oui, ça arrive 2 fois. Et il y a une seule fois où c'est sur une scène plus, entre guillemets pathos, alors que tu sais très bien qu'elle va revenir, quoi. Et les scènes où ils veulent vraiment te mettre, t'émouvoir, ils mettent pas de vieux comic relief comme tu peux en voir dans beaucoup de productions américaines, où moi, clairement, ça me saoule. Mais alors là, ça m'a pas vraiment choqué plus que ça. Et puis toutes les dynamiques amusantes entre les personnages, ce qui évolue, par exemple, la scène de poker, quand ils gèrent avec le flic, quand ils veulent faire la douche à la gamine, des trucs comme ça. Là. C'est mal formulé. Mais dans tous les cas, ces scènes d'interaction de l'équipage sont très sympas, ils sont très vivantes. Et ils passent pas sur des vieux comic relief à chacun de ces instants. Je suis pas d'accord. Il y a une place pour ça. Il y a une ou deux fois où c'était un peu maladroit. Moi, le truc du P à la réanimation, ça m'a pas beaucoup fait rire. Je suis d'accord. Mais c'était ultra minime, quoi. C'était un passage. Et pour moi, je vous en fais une généralité sur toute la série, alors que c'est clairement pas le cas. Non, c'est Non, pas sur le les père scènes en d'action, général, je trouvais. Non, moi, c'était vraiment dans les scènes d'action, les expressions, les comment ils tombaient, les trucs comme ça, un peu. C'était presque Oui, un c'est un peu peu Charlot, cartoonesque. tu vois. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, Ça, moi, je suis d'accord. et je trouvais pas ça hyper réussi, c'est tout ce que je dis, parce que par exemple, la scène de la douche, je la trouve très marrante. Oui, par exemple. La scène du poker, je la trouve vraiment pas très marrante quand ils finissent par se taper dessus. Tu te dis, mais pourquoi d'où ça sort, tu vois. Mais bon. Ah, moi, ça m'a fait rire. Un truc aussi dans les scènes d'action quand ils essaient de capturer la fille là. Il y a des mecs, ils se font attaquer par l'ex-Yakuza. Il y a l'ex-Yakuza qui se fait attaquer par des types et en fait ils essayent de choper la petite fille. Et je sais pas si vous avez remarqué, en deux, t'en as un qui arrive un peu derrière et il est un peu penché, il a les mains en avant comme ça, comme shipper, tu vois, de Dora. Oui. Et ça c'est le truc asiatique du voleur, tu vois. C'est le gros cliché asiatique du voleur. Il a la petite posture comme ça, les mains en avant. et je me suis, ça fait genre le gros comique un peu théâtral, tu vois, genre. Et je me suis dit, mec, va dans ta scène d'action, elle est bien en plus, mais mets-la au bout, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est ce genre de petit truc, moi, qui m'a un petit peu dérangé. Ouais, c'était de pas aller jusqu'au bout des bonnes idées. Les amis, pour finir sur cette partie 2, juste pour parler de la conclusion, parce qu'on va parler de la fin de ce film. Moi, c'est le deuxième truc qui m'a pas séduit, en l'occurrence, cette notion je croyais que ça allait être génialissime, une fin un peu à la Armageddon. J'ai commencé à avoir mes petites larmes qui coulaient. Il se sacrifie. Moi, c'est un thème qui me parle vachement dans les films et les séries quand il y a un sacrifice. Je trouve ça beau. Et j'ai cru que ça allait être le cas et j'ai été assez déçu de cette fin qui, au final, bon, bah voilà, ils prennent la bombe, ils vont loin. T'as un twist auquel je m'attendais pas, moi. Donc, ils avaient la bombe dans le vaisseau. Et c'est arrivé et j'ai cru qu'ils allaient mourir. Et là, je dis, ah, putain, c'est une bonne fin. Et en fait, non, la conclusion, elle dure encore 10 minutes après, ils survivent pour une raison que je n'arrive toujours pas à comprendre avec les nanobots. Et en fait, du coup, la fin est pas ouf. Je sais pas ce que vous avez pensé. Ça, c'est un d'accord. énorme, parce que je te rappelle quand même que la bombe qui explose, elle est emmenée loin parce qu'elle est censée éclater tous les nanobots dans son rayon de 5 km. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'emmène loin de la fille pour pas qu'elle meure, en fait, pour qu'elle redevienne lourdement handicapée à 2 doigts de la mort. Et bon, le vaisseau est donc protégé par une armée de nanobots qui sont immunisés à l'explosion de la bombe. Merci beaucoup. Mais coup, c'est dommage parce que, fin comme pas tu ouf, dis, ouais, c'est ça. C'est dommage parce que, comme tu dis, ils utilisent un espèce de nanobotus ex machina pour sauver l'équipage et créer un plot hole là où justement ça aurait pu être une fin quasiment parfaite, quoi. C'est-à-dire qu'ils décident de gâcher leur fin en créant un plot hole énorme et je trouve que c'est pour moi la vraie grosse déception de ce film. Et puis c'est pas la première fois en plus, parce que juste avant il y a une scène qui est ultra stylée également avec l'ex-Yakuza, comme disait Benjamin, qui combattait une des méchantes qui est très peu développée dans un sas. Et moi pareil, là j'ai commencé à voir venir la scène du sacrifice avec le sas qui s'ouvre et les deux qui sont aspirés dans l'espace et je me suis dit bah ouais, c'est une fin fitting pour le personnage et j'aurais bien aimé voir ça. Et pareil, finalement, bah non, tu sais pas comment. En plus, il lui coupe la main, mais lui, non, il a réussi à regrimper à l'intérieur et il est sain et sauf. Et je trouve que cette façon de refuser des prises de risque sur leur personnage est
est très dommage et ça leur empêche justement d'avoir une fin très pas satisfaisante, mais un bon bittersweet comme on aime les en voir. Vrai, c'est dommage qu'ils aient pas des personnages, quoi. Ça aurait été cool. Non, Oui, les voilà. personnages. Les amis, pour parler de la fin, du coup, qui nous a pas forcément plu, introduction parfaite pour la chronique de Lucien, de Lulu le robot d'Olivier, qui va nous parler justement Exactement. c'est la fin alternative, Olivier, c'est ça, hein? Exactement. Bah, parfait. Effectivement. Alors, pour ceux qui nous découvriraient pour la première fois dans cette chronique, je fais appel à mon robot, donc Lucien, qui rêve d'être scénariste pour HBO, mais qui parle malheureusement pas anglais. Voilà, c'est pas de bol. Du coup, ce qui l'empêche pas d'avoir du talent. La preuve, il y a 2 semaines, il a proposé 3 suites possibles à Lupin. Si vous l'avez pas encore écouté, foncez. Et aujourd'hui, du coup, je lui ai demandé de rehausser le niveau en proposant une fin alternative à Space Sweepers. Alors, va-t-on sauver la situation? Quelle fin vous auriez préférée? C'est vous qui allez me le dire. Du coup, commençons avec la première. La Terre est détruite, la petite fille et sa famille d'adoption trouvent par chance une nouvelle planète qui devient habitable grâce aux nanorobots. Ils vivront donc là-bas longtemps et heureux, tous ensemble. Bon, ok quoi. En fait, Lucien, c'est gentil, mais c'est plus ou moins la même fin. Il s'est pas foulé, hein, Lulu, là. Ouais. Franchement, on a qu'à dire quel compte passe. Hein, là. Allez, je vous en fais une autre. Dans sa seconde proposition, Lucien nous explique enfin les motivations du grand méchant. Parce que alors là, c'est pas du tout développé. Donc remontons dans le temps. Sullivan a une femme et une fille qui souffrent d'une maladie extrêmement rare à cause de la catastrophe de Tchernobyl. Et grâce à ses moyens illimités, il arrive à les sauver in extremis, les gars. Et donc là, il devient totalement obsédé par les méfaits de la pollution et des êtres humains. Il décide de créer une colonie dans l'espace, c'est la seule solution qu'il voit. Il travaille tout le temps, tombe sous le charme d'une de ses maîtresses et décide d'abandonner sa famille sur Terre. Voilà. Et donc là, une fois le gros du travail fait, sa colonie, elle est prête à être lancée. Il comprend que sa famille lui manque. Il décide donc de rentrer en contact avec eux, mais découvre qu'elles sont mortes suite à une fuite radioactive de plus. Exaspéré, il décide de faire payer aux habitants de la Terre et de détruire la planète. Donc voilà, maintenant qu'on comprend un peu mieux Là, on a la la motivation de Sullivan. Magnifique. Est-ce que Lucien a pris son Lexomil quand même parce qu'il a l'air un petit peu. Par contre, il est au courant Lucien, que il s'est adapté aux méchants. mais Tchernobyl, c'était un petit moment. Enfin, niveau timeline, Ouais, lui, il est un peu bon, ok, pourquoi pas, hein. Ouais, mais peut-être qu'il y a eu un deuxième accident de Tchernobyl, tu sais pas. C'est vrai. Potentiellement un Très troisième même du coup, vu qu'il y a une troisième fuite. Oui. Très juste. Ouais. Plusieurs. Ok, Alors bon, pas mal. Donc ça, Pas c'était finalement la backstory, c'est pas vraiment une fin. Donc je vous propose une fin. C'est quoi alors? Ma fin alternative, me dit Lucien, est une fin qui réchauffe le cœur. Quand la vérité éclate sur les plans ratés de Sullivan, tout le monde est tellement ému que plus personne ne veut se battre. Tous les membres d'UTS, donc la compagnie de Sullivan, renoncent à leur carrière et donnent tout leur argent aux habitants de la Terre. Ce qui a un impact massif sur l'économie, relance la croissance mondiale. UTS devient alors une organisation non gouvernementale, le médiateur faisant le lien entre tous les États, jouant un rôle prédominant dans la paix mondiale. Tout est bien dans le meilleur des mondes. À moins qu'il ne prépare un nouveau coup. C'est beau, putain. Il va y avoir Aïe, aïe, Space aïe. Sweeper 2. Alors, il y aura Non, peut-être merci. une autre fin. Et alors, je vous en laisse avec une dernière pour la route. Lucien me dit, le film se termine après la mort de Sullivan et le sauvetage réussi de la Terre. Donc, on est globalement plus ou moins dans le même univers. Maintenant, devenus des stars, un journaliste vient à leur rencontre pour les interviewer suite à la sortie du nouvel album de Tom Jones, dont une des chansons parle de la petite fille. La chanson s'appelle A Girl Like You et le clip est réalisé par Antoine Bardou-Jacquet, filmé dans son studio à Paris. wow, Lucien, c'est vachement précis ton truc. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, alors il me dit, ensuite le journaliste leur demande quels sont leurs plans pour l'avenir, parce que finalement c'est un peu ça qui nous intéresse. Et ils répondent vouloir prendre quelques vacances et faire de la petite fille leur nouvelle mascotte, puisqu'ils vont continuer à être Space Sweepers. Et là, avant d'aller plus loin dans l'interview, ils sursautent tous en entendant un bruit super sourd. Dans un écran de fumée apparu dans leur dos, se tient debout le groupe BTS. Ils annoncent être venus pour utiliser la petite fille comme leur mascotte exclusive. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, Lucien, il en tient de la bonne. On va réduire son budget Oh coke, la lui, hein. vache. Il est créatif. Wow. On est dans les Ça. détails aussi. C'est Peut-être un peu waouh. trop. ok. Voilà. Merci Lucien. C'est les propositions de Olivier. Lucien pour la fin C'est pas alternative. mal. Hein.
Ouais, mais un jour, il va percer, Lulu. Hein. Je pense que HBO, si tu nous écoutes, Lulu est dispo pour pas trop cher, un prix par mois avec des abonnements premium. Enfin bref, on en reparlera. On est déjà, dans chaque fin alternative, on est déjà bien au niveau au-dessus de la Vailla. Donc, je pense qu'il a du travail potentiel. C'est vrai. Et de Space Sweepers. Que les deux. N'exagérons pas. On va passer sur une autre nouveauté qui est un petit jeu. Alors chaque épisode, on essaiera d'avoir des jeux, des moments un petit peu détente et décalés. C'est Romain, notre animateur, pour Critique biaisée barbecue, le jeu. Le jeu. Et donc, aujourd'hui, le jeu, que je vous explique un peu, j'ai sélectionné des critiques de personnes lambda, comme vous et moi, sur Internet, sur des films que j'ai sélectionnés. Votre but, ça va être de retrouver à quel film appartient la critique. Donc les critiques, ça peut partir dans tous les sens. Hein. Il y a de la mauvaise foi comme Olivier, il y a de la bonne foi comme moi. Ça dépend. Vraiment, c'est. J'allais dire, il y a compète là-dessus. Du coup, le premier va être assez simple. Dès que vous avez trouvé, je pense que vous criez votre prénom et on verra comment ça se passe. On fait un truc comme ça, ok ? On crie nos prénoms. Allez, vas-y, on crie nos prénoms. Donc du coup, Thomas, c'est quoi ? Space Sweepers. Il a buzzé. Il a buzzé avant la question. Ça a commencé. Quelle erreur. Enfin. Alors, la critique est de Sto et il a mis 4,5 sur 5. Le début du mythe qui traverse les générations et qui a certainement pas fini Pierre. d'émerveiller. Star Wars. Lequel ? Épisode 4. Ouais, c'est ça, c'est beau. J'avais commencé facile. Alors, j'ai un aveu. En sachant que Romain préparait cette critique, c'est moi qui ai écrit celle-là. Voilà. C'est toi, 4,5 sur 5. Ok. J'ai spammé les autres sur tous les. C'était vraiment la première simple. Je comptais bien sur toi, Pierre, pour l'avoir. Donc, du coup, il vous a eu. Hein, il a un point. Je finis quand même. Donc, du coup, le début d'un mythe qui traverse les générations et qui a certainement pas fini d'en émerveiller plus d'un. En créant son univers, tout en s'inspirant de la mythologie, le réalisateur a-t-il proposé quelque chose de novateur, avec certes quelques plans ayant vécu, mais la richesse de l'univers et la diversité des personnages est colossale. Colossal. Donc, Pierre a un point. Bon, on est reparti. Bravo, Pierre. Là, c'est erratique. Et il a mis 1 sur 5. Il est moins content. Alors. C'est Olivier. Donc, tous les films se passent dans l'espace. Hein. Enfin, c'est pas forcément du space opéra, mais c'est de la science-fiction dans l'espace. Alors, un méchant contre 8 gentils. Logiquement, 7 gentils vont mourir. Et le méchant aussi. Eh ben, c'est ce qui arrive. Les événements trop prévisibles de ce film, qui a mal vieilli, en font un film de série B. Oh, Qui a mal vieilli. 8. Il n'est pas forcément de méchant. bonne foi. Hein. Pour le mal vieilli, c'est lui qui dit. Enfin, Benjamin. Donc, Thomas, non, c'est pas ça. Ocean C'est un Eleven dans film qui l'espace. s'appelle Benjamin. Ouais. Non, je pensais à Avenger Endgame, mais il a mal vieilli. Non, c'est non bizarre. plus. Non, je pense que ça aurait pu Est-ce que c'est pas Apollo, je sais plus combien. Non, mais il reste que Olivier. Franchement, je Donc vraiment, c'est un méchant contre 8 gentils. Hein. Logiquement, 7 gentils vont mourir et le méchant aussi. Et c'est ce qui arrive dans l'espace. Putain, alors là. Donne une proposition, comme ça les autres pourront rejouer après. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ouais, bah oui, je vais dire comme ça, n'importe y a quoi, pas j'ai vraiment pas d'idée. Armageddon. Je donne un indice. Non, je donne un indice. Ça peut aller vite. Ridley Scott. Benjamin. Alien. Oui. Ah, Oui. putain. Bien joué. Oh, Il est trop bien rapide. sûr. Il est trop rapide. Et pourquoi tu donnes le Gangnam Style là? Je comprends pas. Alors, tu le faisais pas tout à Personne ne l'heure. doit savoir ça. Pas mal. Il y a aussi des séries dans le temps. Donc on enchaîne avec Olivier L, qui a mis 0,5. C'est lui. sûrement C'est cohérent. même C'est Olivier. cohérent. Hein. C'est cohérent. Voilà. Parodie humoristique de science-fiction sans intérêt. De la daube qui n'a rien à voir avec de la science-fiction. Vas-y. Doctor Who. Oh. Benjamin. Ah, Donc, Thomas. j'allais dire Space Sweeper. Thomas. Benjamin. Mars Attack. Benjamin. Non. Thomas Zéorville. Oui, The Orville, oui. j'aurais jamais eu. Alors, en aparté, on va pas faire les recos enfin parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était dans mes recos. The Orville, c'est trop bien. Je déteste cet Olivier c'est vrai. L. Il est nul. Parce qu'il dit du coup Je suis qu'il n'a rien à d'accord, voir avec de la je suis d'accord science-fiction avec si ce n'est le décor. Non, mais non, c'est génial. Ça En plus, surpasse. non, il y a des trop bonnes questions. Mais non, oui. je suis pas C'est d'accord trop avec bien, Olivier. The Orville. C'est The Orville, c'est génial, beaucoup The trop bien. Orville. Beaucoup Olivier trop C bien. est bien meilleur qu'Olivier L. Il aurait mis une bonne note. Allez, on enchaîne. Cette fois, c'est Vincent P. Et il met encore 0,5. Pas content, le monsieur.
Un nanar. Je n'ai jamais vu une telle bouillie philosophique et scientifique Thomas. de pacotille. Olivier. Oui, Star Wars. Olivier. Space Sweepers. Non, non. De la pâtée pour chat. Je me suis empressé de revoir 2001, du coup. Toujours aussi hypnotique, intelligent et bouleversant. Rien à voir avec l'indigence Olivier. de ce film. Non, mais t'as plus le droit de jouer, c'est Ah, merde. Benjamin et les deux. Voyez, Pierre? Le Martien. Rien à voir avec l'indigence de ce film, qui est, je le répète, un fourre-tout indigeste de bout en bout. Un navet boursouflé, dégoulinant de bons sentiments. Oh la vache. Benjamin, idée? Bah écoute, j'ai plus le nom du film, merde. C'est le truc là où il voyage dans l'espace et il y a le truc du temps et en fait sa fille vieillit trop vite. Et... Ouais, c'est ça le film. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais, Interstellar. Il a Interstellar. Voilà, Sérieux? Interstellar. Eh oui. Putain. Et là, quand il a dit de bons Alors, sentiments, il était pas je me suis content, Vincent. Ah, Vincent Vénère. Hein. Il a pas compris. Eh, Ah, c'est Vincent le est bon pas con. sentiment qui t'a. Il a pas Bah, compris. merci Vincent, c'était cool. Du coup, on est quoi? 2 points pour Benjamin, 1 point pour Thomas et 1 point pour Pierre, c'est ça? C'est sérieux. Ouais. Et c'est quoi le Alors. max? C'est le premier arrivé à Something ou c'est quand ça arrive au Donc, bout? moi, j'en ai 7 en tout, comme vous voulez. D'accord, ok, parfait. C'est qu'on aura plus de points à la fin, quand même. Voilà, elle va être facile, je pense, celle-là. Du coup, c'est Thierry qui l'a écrit T et plus loin Ri. C'est vraiment un beau pseudo. Original. Bravo. Qui met 5 sur 5. Je pense que ça va aller vite. On est parti. La meilleure série de science-fiction depuis Babylon 5. Une histoire profonde, des personnages... Vas-y. Battlestar Galactica. Eh oui, c'est ça. Ah, bon. yes. Oh. Une histoire Ah, je pensais que ça allait dire Expanse. incroyablement humain et des batailles de vaisseaux dans un espace troublant de silence. La série SF désormais culte. Yes, c'est C'est aussi vrai. dans mes recos. Bravo. Meilleure Tellement bien. série SF depuis The Expanse Ever. est un peu en conquête, mais c'est pour moi le meilleur space opéra en série. Et le très reboot largement. arrive cette année d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si c'est un ouais. reboot ou une suite, je sais pas ce Il y qu'ils en avait font. eu, mais- mais il y avait déjà eu des trucs avec les Cylons, avec un préquel qui était Ouais, cool, qui mais rigole, voilà, film, faut vraiment par être fanboy. Ouais, mais Ah, c'est moi, j'ai génial. kiffé. Battlestar Galactica. T'as aimé aussi, Olive? Ah ouais, cool. J'ai kiffé le préquel aussi, ouais. Mais parce que Allez, j'ai on vraiment enchaîne. adoré l'univers. Ah, Ça c'est fait ouf. 2 pour Benjamin, 2 Thomas et 1 pour Pierre. Tout est Oh là encore là. faisable. Alors, c'est Destroy Gunner là, il met 2 sur 5. Oula. Les fans de science-fiction seront déçus. Les amateurs de cinéma d'action aussi. Les cinéphiles encore plus. Et moi, j'en pleure. À part les effets spéciaux, pas grand-chose ne J'adore. surnage dans ce naufrage. Mais que diable allait donc faire le héros de Star Wars dans ce film? Ah ah, Je sais. Star Wars Olivier. 8. Vas-y. C'est Cowboy contre envahisseur. Bah, non, pas ça. Ah, fuck. Ah, il y a un bel indice quand même dedans. Benjamin, Ouais. Vas-y. Star Wars 8. Non. Bah, il parlerait pas du héros de Star Wars dans la Ouais, enfin, mais il pourrait. ouais. Mais ce n'est pas ça. Le Donc, vous héros avez de bien Star Wars, compris, c'est l'indice, c'est bien. Chewbacca, on est d'accord. C'est ça. Oui, Ouais. c'est Oui, Jar oui. Jar Binks. Alors, dans quoi il a joué Jar Jar Binks? Bings. On parle bien d'Harrison Ford. Ouais. Du coup, film de science-fiction, Harrison Ford. Ah putain, ça me dit quelque chose. Tu connais Thomas, en plus, c'est sûr. Du coup, on en a parlé déjà. En vrai. Personne? Indiana Jones. Je peux donner le réalisateur, mais non, c'est exact. Indiana Jones. Donc, c'est sorti en 2013. C'est pas très vieux et c'est tiré d'un Eh oui. livre, si je crois que je dis pas de bêtises. Ah non, Vas-y. non, je confonds. Non, je confonds. Oui, non, non. non, oui, non, oui, Non, 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 oui, non, non. Ah, je l'ai pas. Vas-y. Pierre, c'est que toi qui a pas de. C'était la Ah, non, stratégie ça, d'Ender. La stratégie d'Ender. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu il y a trop longtemps. Moi. Je me rappelle même plus Ah qu'il y avait ouais, Harrison Ford dedans. C'était pas très Mais mémorable, oui. mais je me souvenais pas non plus qu'il y avait Harrison Ford. Mais oui. Et ouais, bah, c'est le acteur principal. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé ce film aussi. Et le livre. Moi, aussi. j'avais kiffé. Je me J'avais rappelle lu le plus, livre. moi, je me avant. rappelle plus. C'est pas incroyable. Du coup, ça c'était fait sympa. 2-2-1 et il reste une question. Donc, ça va départager Thomas et Benjamin. C'est beau. Ou égalisé. Alors, Oui, égalisé. c'est La Faille. Et qui met 4 sur 5. Un film de SF qui s'approcherait plutôt de Gravity et 2001, l'Odyssée de l'espace. Réflexion sur la vie de l'univers, sur les origines, la paternité, la solitude. Image fabuleuse. Brad Pitt magistral. Une réussite. Olivier, C'est pas vieux. Vas-y. Ad Astra. Ouais, Ah c'est ça. putain, mais oui, Brad Pitt. Bon, du coup, j'ai plus de questions et il y a 2-2. Yes! Il y a égalité. C'était Vous avez tous égalité. gagné. Vous êtes tous les champions. Attends, oui. je t'en improvise un. C'est le pire film de SF de l'histoire et la pire trilogie jamais conçue. Benjamin, Star Wars. La dernière. Star il a Wars, gagné. la dernière trilogie. Bravo Benjamin qui gagne ce jeu fabuleux. Bravo Benjamin.
Ok, Ah, les super, terribles. bah, pas mal. Bon, ex-aequo, mais séparé par la question bonus de Pierre. Benjamin, on se serre la main virtuellement. Pas du Formidable. tout biaisé la vie de Pierre, hein, tout à fait. Non, jamais. Jamais. Il est bien dans le thème de Impartial. critique biaisée. Les amis, je vous propose d'en rester là. Ça faisait un peu office du reco, finalement, cette chronique de Romain, ce petit jeu. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci pour ces discussions passionnantes. Et on se retrouve pour l'apé-reco la semaine prochaine, donc le lundi de la semaine C'est prochaine, vrai. pour parler en petit comité des petites recos que vous pourrez regarder. Ciao à tous et très bonne fin de semaine. Bisous. Bisous tout le monde. Salut, monde. salut. Bonne semaine, bye.